So, willkommen beim Podcast um Bolz von der Zeit, der politische Podcast mit Inviten aus Gesellschaft an Politik. Heute mit dem Thema 3 Jahre russischen Angriffskrieg an die Ukraine. Wie geht es weiter? Wir sollten eigentlich nur zwei Inviten haben, den Philipp Schockweiler und den Nikola Scharow. Den Philipp ist leider am allerletzten Moment aufgesprungen, wird er davon ein Genug holen. Trotzdem sind wir ganz froh, dass wir den Nikola Scharow haben, Präsident von der Organisation l'Ukraine, den ganz engagiert ist, notamment auch für die Leute am Kriegsgebiet zu unterstützen und sich ganz gut mit der Situation auskennt. Aber das Thema werden dann vertiefen und wie immer mit mir in der Moderation den Rick Oberweis. Guten Abend, Rick. Wir werden das Ganze auf Französisch machen, für dem Nikola auch sprachlich ein bisschen entgegenzukommen. Agiffen aber dann aufhängen, also ich mit einem englischen Teil, weil wir ein Video präpariert haben, den die aktuelle Situation ein bisschen rumgeht und wo wir ganz gerne mit Nikola ein bisschen drüber diskutieren. Also ein nächstes Video, den ganz aktuell ist, den wir angeblendet kriegen. I don't use those words lightly. I think that we're going to see how it all works out. Let's see what happens. I think we have a chance of a really good settlement between various countries. And you're talking about Europe, and you're talking about Ukraine as part of that whole situation. The other side has a lot of support also. So let's see how it all works out. Voilà, Nicolas, on vient de voir une vidéo qui a été prise hier lors de la visite de Macron chez Trump. Et on fait référence à un tweet de Donald Trump où il désigne Zelensky comme un dictateur. Première question pour toi. Donc c'est un peu l'idée derrière de dire que Zelensky n'a plus le soutien de la population en Ukraine. C'est une propagande purement russe ou est-ce qu'on voit quand même que les gens en Ukraine ils soutiennent plus à 100% Zelensky? Qu'est-ce que tu en penses? Tout d'abord pour les ratings, et bonsoir d'ailleurs, pour les ratings des Zelensky, on a vu bien les derniers résultats des recensements qui étaient des 57%. Donc, l'information des 4% qui est publiée des Russes, par les Trump, effectivement, ça provient des Russes. Et je pense ici, il faut bien comprendre la tactique. Ça coûte moins cher pour la Russie d'attaquer l'Ukraine politiquement, d'élancer les élections, les combats internes entre les partis politiques afin de trouver un moment de faiblesse afin de continuer les avancements des troupes russes. Donc je pense qu'ici, il s'agit vraiment des narratifs russes qui sont transmises par les biais, par l'axe qui a été formé Poutine, Dmitriev, Witkoff, Trump. Voilà, les messages que Zelensky n'a plus de soutien en Ukraine est complètement faux, mais on voit bien d'où ce qu'il vient, donc ces messages. De toute façon, je dirais que c'est assez difficile d'organiser des élections dans ce stade dans lequel l'Ukraine se trouve, avec les droits de guerre, et je ne pense pas que c'est une discussion qu'on se peut se poser à cet instant. Effectivement, de toute façon, il y a la Constitution, tout d'abord, qui joue, qui dit clairement qu'on ne peut pas mener des élections pendant la période des guerres. Je pense qu'après la cession de cet état de guerre, il faut avoir 6 mois entre la fin, on va dire, des périodes de guerre et les débuts des élections. Donc ça, c'est un élément qui se trouve dans la Constitution absolument, ukrainienne. Tout est réglementé. Donc, et absolument, il faut comprendre comment est-ce qu'on pourrait organiser des élections si les soldats ukrainiens doivent rester sur leur place. Comment faire participer ceux qui se trouvent en Europe. Donc je pense que toutes ces questions restent ouvertes. Et moi, je vois très mal comment est-ce qu'on pourrait même organiser ça en dépense de 6 mois. D'accord. On voit quand même que pour les Russes, et c'est aussi un peu ce que reprend Trump, le personnage de Zelensky, c'est un personnage qui les menace, qu'ils aimeraient bien écarter du pouvoir, quoi. De nouveau, je pense que ceci provient non pas des sentiments personnels de Trump, néanmoins, il a une petite histoire avec Zelensky pendant
sa première présidentielle, où il y avait presque l'impeachment de Trump. Et donc Zelensky, quand même, il s'est bien comporté, mais il sent qu'il y avait cette histoire avec les Biden Jr. Qui lui touche un peu donc son mémoire. Et c'est pour cela qu'il a toujours ces sentiments un peu négatifs envers Zelensky. Et là, je pense qu'il a dit que c'est un comique qui n'a pas eu du succès. Ouais, tu pourrais peut-être clarifier un peu l'histoire du jeune Biden, parce que c'est quand même une histoire qui est vraiment utilisée aussi par la propagande pour dire que Biden, il a essayé de protéger son fils un peu. Est-ce qu'il y a une vérité derrière cette histoire, ou c'est vraiment un truc inventé? Je pense que c'est pas moi de dire s'il y a la vérité ou pas. Il y a des décisions, les tribunaux, et après des audits internationaux qui ont été faits. Mais ça a été clairement utilisé pendant les élections américaines. Et donc, c'était un point de pression sur les présidents Biden à l'époque. Et voilà, l'histoire, elle était menée dans la presse, dans les réseaux sociaux. Surtout les réseaux sociaux, on voit vraiment beaucoup d'informations qui circulent. C'est très difficile de voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Hier, tu avais aussi certainement suivi la visite de Macron chez Trump. Quelles sont tes impressions par rapport à la visite? Il y a des éléments positifs ou tu vois plutôt du négatif? C'est une question assez compliquée si on prend juste la visite des Macron chez Trump. Car clairement, on a vu que le président Trump a pu mentir devant son allié en disant que l'Ukraine va redonner tout l'argent à l'Europe. Et ce sont aussi les messages, je pense, qui proviennent de cet axe que je viens de nommer, Dmitriev, Vitkov, donc qui sont des compagnons, donc des partenaires des business. Et je pense dans les chiffres qui étaient annoncés, des 300, 500 milliards, à chaque fois il sort un chiffre aléatoire. Je pense qu'il compte aussi les pertes du business américain qui devaient sortir de la Russie. De toute façon, c'est déjà de nouveau contredit par le Kremlin. Aujourd'hui, j'ai lu dans un article allemand que la Russie ne tolérait pas des troupes de paix qui viennent de l'OTAN. C'est un autre drapeau. Donc, ou des Européens. Des Européens en tout. Donc, on pourrait même dire que les choses que Trump a publiées sur Instagram et sur autres places. Ou bien c'était pas très bien réfléchi, ou bien c'était pas très bien réfléchi, mais au moins c'est déjà contredit par Moscou. Voilà. Bon, Moscou l'a proposé aujourd'hui aussi 500 milliards de ressources aux Américains. Donc, il faut bien ukrainiennes, hein, des ressources. Il inclut les ressources ukrainiennes. D'accord. Ouais, parce qu'il y avait la question spécifique si ça concernait aussi des nouvelles territoires. Et Poutine a répondu positivement. Donc ici, je pense que il faut bien comprendre qu'on est en guerre avec la Russie. L'Europe, c'est la guerre hybride, si on peut dire comme ça. Pourtant, on voit bien tout ce qui se passe dans les mers Baltiques, les essais de tuer. Donc, oui, pour les Européens, la guerre, elle est devenue plus lointaine parce qu'on voit quand même moins d'images, parce qu'il y avait les élections allemandes, il y avait les élections américaines. Un peu l'impression que la guerre, elle n'a pas fini, mais elle est moins importante peut-être qu'avant. Mais elle continue quand même. Les politiciens, donc, soit dessus plutôt des militaires avec qui je parle, de l'Union européenne, sont bien conscients qu'on est dans la phase hybride des guerres. Mais je pense qu'ils essaient, surtout les politiciens, de ne pas mettre trop de pression sur la société. Car la panique n'est pas obligatoire. En plus, on n'est pas dans la phase chaude. Donc on doit garder le calme, on doit faire ce qui était noté dans les plans de Mario Draghi. Maintenant, il y a les plans allemands qui seront bientôt affichés aussi. Et on n'a plus de temps pour se préparer pour la grande guerre avec la Russie. C'est pour ça, garder le calme dans la société reste quand même une règle. Hein. Et parlons aussi un peu
de paix, parce qu'il y a tout le temps le terme de paix qui circule. J'aurais bien aimé aussi poser la question à Philippe qui a fait c'était pas un tweet mais un post sur Facebook disant qu'il faut continuer la guerre, qu'il faut continuer à envoyer beaucoup de matériel militaire en Ukraine. Et d'un autre côté, il y a de plus en plus de gens qui se disent allez, il faut faire la paix. Tu vois, c'est un bon moment de faire la paix. Est-ce qu'il y a une option pour toi de faire la paix en ce moment-ci, ou c'est purement aussi de nouveau la propagande russe de faire croire aux gens que c'est l'Ukraine qui veut continuer la guerre, qui veut pas la paix? Toi, je suppose que de toute façon, tu es pour une paix, mais une paix juste, quoi. C'était un peu aussi le message de votre manifestation que vous avez fait en tant que l'Ukraine il y a 3 jours ici au Luxembourg, en disant paix oui, mais une paix juste, ou je vois mal. Absolument. Donc je pense que si on laisse les territoires aux Russes et on se dit comme Trump il pense maintenant qu'il faut cesser les feux. Cesser les feux et les problèmes vont disparaître. C'est exactement les mêmes messages avec lesquels Zelensky est venu au pouvoir. Il a emporté les élections avec un super résultat des 73%, si je ne me trompe pas. Et donc son message principal était il faut juste arrêter de tirer. On a vu tellement de cesser les feux, on a eu les accords de Minsk 1, Minsk 2. Les cessez de feu ne marchent pas. Pas chez les Russes. Les Russes, ils ont bien annoncé leur agenda pour l'Ukraine. Même si les Américains qui sont maintenant qui font aussi un peu de pression, parce que Trump il fait quand même l'impression que c'est lui qui va quelle pression c'est lui qui va négocier la paix, c'est le grand peacemaker, disons. C'est quand même, on voit quand même un certain risque. Trump aussi il peut échouer si cette paix qu'il promet, parce qu'il avait déjà promis en 48 heures, je suppose, pendant les élections. Là maintenant il dit en 6 mois ou en quelques mois. Tu vois pas la possibilité qu'un président Trump il peut faire avancer les choses en vue d'une paix? J'espère, s'il les fait correctement, si c'est la paix juste, oui, je suis pour. Je pense que l'Ukraine, tous les Ukrainiens, ils sont pour la paix. On est presque 11 ans en guerre, 3 années dans la phase chaude avec l'invasion d'une échelle que l'Europe n'a pas vue, que le monde n'a pas vue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Absolument, on veut la paix. Mais j'ai une question pour Trump. Combien des accords de paix il a fait les dernières années? J'ai peut-être une petite parenthèse dans ce contexte. Je crois que le contexte géopolitique pour les Américains est le plus important. Et de toute façon, on aura ici une discussion ou une décision, un accord concernant la paix qui ne sera pas négocié en grande partie avec la participation de l'Ukraine. J'ai une fois lu, seulement petite parenthèse, mais j'ai une fois lu dans un article qu'il s'agit plutôt d'une politique avec Chine et la Russie, et dans cet axe stratégique, il veut retirer la Russie. Et notamment pour peut-être négocier un nouveau accord en termes nucléaires. Peut-être aussi avec la Chine. Mais ce qui nous montre quand même, quand on croit ces estimations, qu'on parle ici d'un contexte qui est décidé sans l'Ukraine. Au moins sans la part de l'Ukraine qui est quand même essentielle. J'ai vu pas mal d'experts parler donc, d'une possibilité de retirer la Russie de la Chine, de la décrocher. Ce qui est pour moi plus probable tout d'abord, vu les liaisons qu'ils ont déjà. Et deuxièmement, si Trump il veut faire une alliance avec la Russie contre la Chine, quelle est la place de l'Europe? Je me pose la question, est-ce que l'alliance avec les Européens est moins favorable pour une guerre éventuelle avec la Chine qu'une alliance avec la Russie? La question reste ouverte. Mais on a vu la réaction d'ailleurs de la Chine. Donc les votes hier dans les conseils des Nations Unies, ils ont bien montré que la Chine n'est pas tout à fait d'accord avec Trump. Et Poutine, il joue son rôle. Et la propagande russe, donc il adapte leur message. Vous voulez des ressources aujourd'hui, prenez nos ressources. Il y a 6 mois ou il y a 1 an, il a dit
Les Américains, ils veulent nous utiliser, ils veulent prendre tout de nous. Ils jouent avec les messages afin de mettre plus d'options sur la table pour eux. C'est ça. Mais je voulais simplement dire que l'Ukraine n'est pas au centre de la discussion. Donc tout ce jeu stratégique entre les États-Unis, entre les grands, on voit que l'Ukraine est un peu un ballon qui se joue entre les grands. Et pour revenir à une paix juste, on a aussi pu voir que pour Trump, apparemment, la paix, elle consiste à donner quand même des territoires à la Russie, à donner la promesse aussi aux Russes que l'Ukraine ne devient pas membre de l'OTAN. Pour moi, personnellement, ça ne me semble pas vraiment l'optique d'une paix juste, où je vois faux. Non, pas du tout. C'est loin d'être juste. Et d'ailleurs, c'est favorisant pour les autres pays comme la Chine, envers Taïwan, par exemple. Si c'est la paix qu'on peut établir après 3 ans de guerre, tant mieux. Ils vont s'élancer sur Taïwan et dire que voilà, on va résister. Après, on va payer un peu d'argent à Trump et voilà, tout sera résolu. Et il faut bien comprendre que Trump est très transactionnel. C'est un businessman. Lui, il est venu faire de l'argent. Peu importe, pour eux, la victoire, pas la victoire, mais la paix sera les cessez-le-feu. Arrêter que les gens meurent. Mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est ça. 3 jours, 1 mois, 3 mois, 10 ans. Ça va permettre à la Russie de se réformer, de rétablir sa puissance militaire. Et Trump, il a dit que les Russes, d'ailleurs, c'est aussi une partie de propagande, ils utilisent que 20% de ses capacités militaires. Ok. Jusqu'à maintenant, on a vu tout sauf les armes nucléaires. Si ça s'appelle 20%, alors Trump, il a vraiment... Il admire Poutine. Et on voit bien que Poutine, pour lui, c'est un leader mondial qui est fort. C'est les façons qu'il voit un peu ça règne aux États-Unis. J'utilise l'occasion de dire que la Russie a purement transformé son économie dans une économie de guerre. Donc ce sont des aspects qu'il ne faut pas oublier dans cette discussion de paix. Et comme vous avez dit, je ne pense pas que ce serait une paix pour longtemps. On verra qu'est-ce qui se passe alors. Récemment, d'ailleurs, Trump a proposé de baisser les dépenses militaires de 50%. Poutine a soutenu cette idée, juste pour dire que les dépenses militaires russes, donc s'ils sont maintenant réduits de 50%, ils vont revenir à un niveau pré-guerre. Si on baisse les dépenses militaires des États-Unis de 50%, qui déjà dépasse, je pense, ça fait x10 que les budgets russes. Oui. Donc, bien sûr que la Chine va dire « Ok, c'est bien, j'aime bien, faites ça. » Ouais. Ils n'ont pas vraiment réagi d'une manière forte, les Chinois. Apparemment, ils ont dit qu'ils vont observer tout ça. Oui, mais certaines personnes, je crois que c'est une symbiose. Ouais. Les produits finis qui sont exportés à la Russie. De l'autre façon, on a toutes les choses, le gaz naturel, les ressources naturelles qui sont exportées de la part de la Russie en Chine. C'est une symbiose qui fonctionne. Et comme vous avez déjà dit à l'avance, je ne crois pas que c'est une alliance qui est mise en question par les Américains. Je ne le vois pas. Oui, ici, il faut bien comprendre que Trump, il aime bien la force. Et Poutine, il aime bien la force. Donc l'économie, ça va sur la 2e place. Donc il regarde les nombres de soldats, les potentiels nucléaires. Et bien sûr, si on regarde que ces données-là, une alliance des États-Unis avec la Russie semble d'être assez fort contre la Chine. Mais, pour préciser de nouveau, 7% du PIB russe, ce sont les dépenses militaires. Si on prend un chiffre réel, c'est à peu près la somme de toutes les dépenses militaires de l'Union européenne. Donc il y a une logique de Trump ici. Et donc la question se pose ce que nous, les Européens, nous devons faire. Je pense que les problèmes, et même la stratégie de Trump, elle était bien annoncée par les vice-présidentes J.D. Vance, qui est bien annoncé, pardon, pas J.D. Vance, pourtant lui, il le disait aussi,
mais par Hexet, donc les ministres de la Défense américains, qui annonçaient que l'Europe n'était plus la priorité pour les États-Unis. Donc la question est-ce que l'OTAN est la priorité pour les États-Unis? Est-ce qu'elle ne considère pas de quitter l'OTAN, comme c'était déjà annoncé plusieurs fois? D'autres organisations, les Nations Unies, est-ce que Trump il voit l'intérêt d'être ces policeman mondial, donc les policiers mondiaux? Je vois plus. Plutôt non, hein, oui. Oui, il a dit Make America Great Again, donc c'est concentré sur les États-Unis, sur leur croissance économique. Et peu importe ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi qu'ils étaient très sensibles par rapport à ce que Zelensky, quand il a pas tout de suite donné son accord au deal qu'il proposait, deal économique, de prendre les ressources ukrainiennes, que Trump et Musk aussi, ils étaient très... voilà, c'est pour ça aussi, on vient de commencer notre émission avec le terme de dictateur, ce que Trump disait sur Zelensky. Donc la question qui se pose aussi, c'est quels sont les... Oui, quel est le deal que l'Ukraine peut proposer à Trump pour le tirer sur leur côté. Là, on a un peu l'impression que Trump il est en train de sonder un peu le terrain, de voir si il a plus d'avantages en s'alignant à la Russie ou s'il a plus d'avantages en s'alignant à l'Europe et à l'Ukraine. Et là, je pense que la semaine prochaine, les prochains jours, Zelensky il va aller en Amérique pour discuter de cet accord économique entre l'Ukraine et... Dès ce que j'ai lu ce soir, apparemment, les aspects des deals ont été négociés et acceptés par les deux parties. D'accord. Je ne sais pas ce qui a été négocié, on les verra très bientôt, mais je pense que les deals, il est plus dans les mêmes formes que les... Souvent chez Trump, il met... je pense que ça sera très vague, mais ce qu'il faut bien comprendre, que dans ces deals, c'est juste la partie économique. Il n'y a rien qui concerne la sécurité. Oui. Comment est-ce que les Américains planifient de protéger l'Ukraine et le territoire aussi? Pour moi, toujours la question qui se pose, même aussi pour l'Ukraine, si les territoires à l'Est, de façon, je ne sais pas, générale, ils peuvent être réintégrés dans l'État ukrainien, parce que là, ce sont des territoires qui sont quand même en guerre depuis plus de 10 ans. Est-ce qu'il faut vraiment insister? Est-ce qu'on doit insister en tant qu'Ukrainien de réintégrer ces territoires? Est-ce qu'on ne peut pas dire non, laissons-les aux Russes? Absolument, il faut respecter les lois internationales et l'intégrité territoriale. Peu importe ce qu'on pense, est-ce que ça sera facile ou difficile de réintégrer les gens? Ça, c'est la deuxième question. Je pense que ceux qui ont parti sur le territoire contrôlé par l'Ukraine en 2014, et ça fut près de 2 millions de personnes, ce sont aussi les habitants de la région des Donbass. Et ça va créer, d'un côté, on aura les gens qui ont resté parce qu'ils n'avaient pas de moyens de partir, on aura ceux qui ont collaboré, et on aura ceux qui sont partis mais qui veulent retourner. Ma ville, elle est sous l'occupation actuellement. Moi, je vois depuis l'invasion. Depuis l'invasion, d'accord. Il y a aussi beaucoup de reproches qui circulent, hein, donc ça c'est en fait l'historique de cette guerre, et pour poser peut-être des questions critiques dans ce contexte, on entend toujours la Russie qui parlait des nazis qui se trouvent dans ce territoire, on parlait toujours de la part de la Russie d'une politique de langue faite par l'Ukraine qui discriminerait le russe, donc qu'est-ce qu'on peut se penser avec ces reproches? Qu'est-ce que tu... nous dit c'est marrant. C'est marrant. La personne qui vient protéger la population russe tue la majorité de la population qui parle russophone à l'est du pays. Et on voit les crimes de guerre. Actuellement, il y a plus de 146 000 crimes de guerre qui sont enregistrés, documentés par les autorités ukrainiennes. Et la majorité sont passés dans l'est du pays, là où il y avait... la partie russophone, on va dire. Donc, disons en résumé, pour toi, personnellement, il ne faut pas donner ces territoires aux Russes
ou je sais pas, une zone internationale où ça appartient. Je suis d'accord, hein, ça appartient au territoire ukrainien, mais on voit quand même que là, pour Trump et aussi pour d'autres gens, ils sont plutôt prêts à dire que ces territoires, pour une paix, doivent aller aux Russes. Donc pour toi, c'est une opinion personnelle, ou tu vois aussi que c'est l'opinion vraiment très fixe en Ukraine qu'il ne faut pas donner ces territoires aux Russes? Est-ce qu'on peut en négocier de ces territoires? Il faut bien comprendre que les gens ils sont fatigués des guerres. Donc ceux qui sont prêts à arrêter la guerre pour tout prix, il y en a un certain pourcentage en Ukraine. Mais la majorité qui ont perdu leur fils, leur père, leur frère, leur maison, ils ne vont jamais accepter ceci. La question qui se pose devant nous, comment est-ce qu'on va atteindre l'objectif d'avoir la souveraineté et intégrité territoriale de l'Ukraine? Est-ce qu'il y aura d'abord les cessez-le-feu et après les efforts diplomatiques, ou est-ce qu'il faudra mettre de la force? Et moi, je vois très plus probable ces types d'actions, parce qu'on n'a pas assez de ressources humaines, on n'a pas assez d'aide militaire qui vient pour repousser les Russes. Mais il faut bien savoir que les dictateurs ne sont pas éternels. Pour poser une question encore concernant... À un moment donné, je m'excuse. Non, moi je m'excuse. À un moment donné, Poutine il va mourir. On peut avoir aussi des coups, donc on l'a vu ici en Russie. Très peu, mais on les a vus. Que tout peut changer. Hein. Tu penses que un successeur va changer? Si on connaît un peu la Russie, on sait très bien qu'ils vont pas changer de politique, même parfois, hein, mais Poutine il a vraiment établi un État, je voulais savoir encore... une autocratie où même ses successeurs ils vont poursuivre quand même la politique qu'il vient de commencer. Moi, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui peut venir en Russie dans les futurs envisageables qui pourra changer les relations avec l'Ukraine. Parce qu'au début, on avait un peu l'espérance qu'il y aurait des manifestations en Russie. Les médias européens, ils disaient toujours, il faut espérer que les gens, maintenant, ils vont dans les rues pour protester contre Poutine. Et en plus, il y avait encore les arguments et les nouvelles qui circulaient que Poutine était très malade, qu'il allait mourir très bientôt. Donc là, pour l'instant, si on veut vraiment parler de paix, je vois très mal comment l'Ukraine pourrait garder ces territoires qui leur appartiennent, mais qui... Récapturer, c'est une chose, et puis déclarer ou soit respecter donc l'intégrité territoriale, donc reconnaître que les territoires sont occupés, c'est possible. On a beaucoup de pays où on a eu ces cas. On a eu les cas d'Allemagne qui s'est réunis à un moment donné. Ouais. Donc oui, c'est possible. Mais déclarer ou reconnaître que ce sont les territoires russes, c'est impossible. Par la constitution ukrainienne. Le président Zelensky n'est pas en pouvoir de les faire. D'accord. Je voulais seulement encore inciter dans le contexte des territoires, quand même sur l'accord de Minsk, parce que là aussi, un reproche de la Russie, c'est pas que je lui donne raison, mais c'est simplement pour l'esprit critique de notre émission ici, dans le contexte de Donetsk et Luhansk. On parlait en 2014 et après en 2015 avec Minsk 2 d'un statut d'autonomie pour ces régions. Maintenant, le reproche est de la part de la Russie que l'Ukraine n'a pas respecté cela. Donc la transformation dans une région ou dans des régions autonomes, et de plus que les pays européens n'ont pas insisté sur cela, et que ça c'est une part de la raison, si on veut, même si moi je ne le vois pas personnellement comme ça, que c'est une part de la raison pourquoi la Russie voit les choses comme elle les voit. Qu'est-ce que tu me réponds concernant ce reproche? Parce que apparemment, les régions auraient dû avoir à un certain moment un statut d'autonomie. Mais c'est toujours la même histoire. Mm-hmm. C'est toujours la même histoire. On l'a vu à Tchétchenia, on a eu à Moldavie, mm-hmm. On l'a vu en Crimée, on l'a vu maintenant à Donetsk. Et d'ailleurs, c'est pas écrit l'autonomie dans les accords de Minsk. Il faut bien lire les textes et surtout les rapports des OSCE.
c'est une organisation qui est restée en Ukraine jusqu'à la grande invasion et qui a bien documenté. Et, les accords n'étaient pas respectés par les Russes, non pas par les Ukrainiens. Donc, et de nouveau, je reviens sur la promesse des présidents Zelensky qui est venu au pouvoir pour dire on va arrêter la guerre, on va faire la paix, on va négocier, on va leur donner l'autonomie, il n'y a personne qui va mourir, tout sera bien. Elle n'a pas réussi. C'est pas ce qu'elle ne voulait pas, c'est parce que la Russie a une doctrine qui a été formée bien avant Poutine. Et cette doctrine ne se limite pas à l'Ukraine. Je pense que la zone d'influence, et Poutine l'a annoncé pendant la conférence de Munich en 2008-2007, que les plus grands désastres du XXe siècle étaient la disparition de l'Union soviétique. Donc l'objectif, c'est de rétablir les zones d'influence, d'avoir les zones démilitarisées, ou bien soit même il a déclaré qu'il veut éliminer la source du conflit. Et la source du conflit pour lui, comme il a annoncé, c'était l'extension de l'OTAN vers l'Est. Si maintenant on recule jusqu'à les années 90, ça veut dire que les pays comme Pologne, les pays baltes, Roumanie, la République tchèque, doivent renoncer à leur état d'être des membres de l'OTAN. Si je me rappelle bien, on parle de l'année 17. C'était dans le contexte d'un accord qu'il avait proposé à l'OTAN en 2021. Et évidemment, on ne pouvait pas respecter ces conditions-là parce qu'en contrepartie, il n'y avait aucune concession de la part de la Russie. Ça, il faut aussi quand même encore préciser. Oui, même si on retourne à 97, au moins on a quelques pays qui ont fait partie de l'OTAN. Bien sûr. Et maintenant, on doit inclure les deux pays, la Suède et la Finlande. Poutine, tout ce qu'il a fait, il était contre-productif, jusqu'à maintenant. Il voulait que l'Ukraine soit démilitarisée, c'est les pays les plus militarisés en Europe. Il voulait que l'OTAN recule. La Russie a reçu encore plus des kilomètres des frontières avec les pays de l'OTAN. Il voulait qu'on dépense moins pour la défense. On voit que les dépenses des défenses, ils sont en tas de démontés partout dans le monde. Est-ce que c'était le but de Poutine ? Non. Mais Poutine, comme Trump, il aime bien jouer au poker, de montrer sa force, de dire que j'ai les cartes les plus fortes. Trump, d'ailleurs, il a aussi dit l'Ukraine n'a pas de cartes pour jouer. Donc c'est vraiment la Russie qui veut avoir le contrôle sur l'Ukraine. Depuis, j'avais lu un article où tu avais décrit la situation en disant qu'il y avait deux phases, une phase avant 2014 et une phase après 2014. Et surtout après 2014, où la Russie, ils ont vraiment poussé tous les efforts pour contrôler ou pour influencer la politique en Ukraine. Avec le but, quel est le but en fait ? Ce sont les ressources. La souveraineté ukrainienne. C'est vraiment prestige. C'est les zones d'influence. La Russie, c'est un empire. L'empire qui a perdu des territoires, mais qui garde quand même la majorité de ces territoires, donc en forme de la fédération de la Russie. Mais ils ont perdu d'influence dans la partie européenne. Je pense, pour que les Européens comprennent ce qu'est vu Poutine, il faut comprendre la mentalité russe. Pour eux, l'effet des grandeurs des pays est le plus important que le bien individuel, que le bien-être individuel. Donc on peut avoir minimum au frigo, mais dire on est fort. Mais dans cette optique, est-ce que l'Ukraine, elle a fait des fautes ou des fautes tactiques ? Est-ce que l'optique de faire partie de l'OTAN, c'était pas une provocation si tu nous décris la Russie comme un pays qui veut vraiment avoir la grandeur? On peut quand même
comprendre, même si c'est pas juste, mais on peut comprendre que l'histoire de l'OTAN les a vraiment dérangés et qui sont à un certain moment intervenus en Ukraine à cause de ça. Autrement posé, est-ce qu'on pourrait croire, on aurait pu croire que cela mènerait à plus de sécurité pour le pays? Je ne pense pas, je reviens à ma réponse précédente, c'est la doctrine russe, la zone d'influence, peu importe si l'Ukraine elle fait partie de l'OTAN ou pas. Il faut bien savoir. On peut revenir à la Crimée aussi. La Crimée, elle était vue, c'était bien de la doctrine russe depuis la cession de l'Union soviétique comme le territoire qui doit être russe. Durant les années 90, il y avait pas mal de discussions sur la Crimée. En 1994, il y avait un essai des coups en Crimée. Après, on a parlé des Tuzla, les premiers conflits. J'ai oublié de dire les mémorandums de Budapest, qui était un papier qui sert à rien. L'Ukraine a renoncé à la troisième arsenal nucléaire mondial pour les garanties de sécurité et intégrité territoriale. Et j'utilise l'occasion de préciser qu'en avait en 2008 un sommet de l'OTAN, où ce que la chancelière en français, je crois, Angela Merkel, a aussi évoqué ses pensées concernant l'OTAN et qu'elle a clairement dit que ce ne serait pas une bonne idée de l'élargissement de l'OTAN vers la Russie. Donc, en d'autres mots, je dirais même que les reproches que la Russie nous fait comme Européens ne sont pas vrais, parce que l'événement dans les années 2008 nous montre qu'il y avait quand même des voix qui ont vu quand même un certain risque. Donc là, je pense qu'on peut quand même recentrer la discussion et nous clairement dire que la Russie essaye de construire des arguments qui ne sont pas la réalité. C'est une situation quand même, dramatique, parce qu'on voit que c'est un pays, la Russie, qui cherche la grandeur. On a un président russe qui cherche la grandeur. Et on a une Ukraine qui cherche à se éloigner de la Russie, à devenir un pays vraiment indépendant, à décider pour soi-même. Et la Russie, elle va pas lâcher prise. C'est pour ça, l'argument que l'Ukraine allait joindre l'OTAN, il est obsolète. Et dans des siècles, la Russie a essayé de tuer les Ukrainiens, donc de les transformer en Russes. Mais quand même, encore une petite nuance dans cette discussion, et on parle ici concrètement de l'Union européenne, parce que on se rappelle tous des effets qu'on a vus, et des faits qu'on a vus dans les années de 2014 et 2015. Aujourd'hui, vous avez une Russie qui nous dit que probablement on aurait une base de discussion concernant une Ukraine qui sera membre de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cela? C'est de nouveau un bluff? Poutine et bluff, on peut mettre un signe égal. En plus, non. On a l'histoire, on a les faits, les résultats des actions, et puis il y a Poutine qui dit ah oui, mais c'est un peu comme Trump. Si moi j'étais le président, il n'y avait pas de guerre. Ouais, mais il y aurait quoi alors? Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas. C'est facile de faire des réflexions, ce qu'il y avait si... Il faut prendre les faits. L'Ukraine est un pays souverain qui a abandonné le troisième arsenal nucléaire pour les garanties sécuritaires de la Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, vous savez que l'Ukraine a essayé de rassembler, d'écrire des lettres donc, à ces 4 pays pour remettre en discussion ce qui était écrit dans les mémorandums. Il n'y a personne qui a répondu. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, les accords de Minsk. On les a eus. On a eu les cessez-le-feu, on a eu... les derniers 8 ans, comme Poutine l'a dit, les derniers 8 ans, Donbass, elle était massacrée, elle était mise à plat. Pourtant, il suffit de prendre les rapports des OCE. Si on regarde les débuts de 2014
et deuxième partie de 2015. Et après, depuis ces moments-là, jusqu'à 24 février 2022, il y avait 10 fois moins des tirs, moins de morts. Donc, l'intensité des guerres ou des conflits a diminué. Donc, ça contredit ce que Poutine a raconté à sa population, au monde entier. Mais pourtant, il disait plutôt que pour le monde entier qu'il se bat contre les nazismes. Maintenant, on ne le dit plus parce que il n'y a personne qui croit en ça. Maintenant, c'est une autre histoire. Ça peut être l'OTAN. Demain, ce sera une autre chose. Il va toujours trouver une raison pourquoi il a attaqué l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de négociation? Surtout, il a attaqué la ville principale, Kiev. Il y a du massacre de la population. Tout ça, même, il aurait pu juste attaquer ou protéger les territoires à l'est. Il a vraiment attaqué toute l'Ukraine. Il a commencé Il pourrait dire que tous ceux qui se sentent mal en Ukraine, je vous paye 100 000 euros, 10 000 euros, je ne sais pas, venez chez moi en Russie. Non, parce que ce n'est pas les buts de Poutine. Mais on l'a vu. Boutcha, il faut bien savoir qu'à Boutcha, c'était un village près de Kiev où il y avait beaucoup de gens de Donbass qui ont émigré. C'était un bel village. Et pourtant, les atrocités qu'on a vues, c'est incroyable. C'est incroyable de les voir au XXIe siècle. Là. Après Izum, les enterrements de masse, Mariupol, les autres villes, il y a, comme je dis, 146 000 des crimes, des guerres documentés. Avec les tortures, avec les exécutions, avec la violence contre hommes, femmes, enfants, tout âge. Oui, encore d'autres choses, on n'y pense pas, mais qui sont quand même vraies. Je me rappelle encore les discussions qu'on avait concernant l'exportation des céréales de l'Ukraine. Il a raconté au président sénégalien, quand je me rappelle bien qu'en fait, les sanctions européennes étaient la raison pourquoi lui ne pouvait pas accorder le transport des céréales. C'était de nouveau un bluff par rapport des Européens et un bluff de Poutine, évidemment. Si on est d'accord que Poutine bluffe beaucoup, maintenant il faut vraiment calculer quelle est la situation réelle en Russie. On prend les taux directeurs, l'inflation, les nombres et l'argent qu'ils dépensent pour recruter des nouveaux soldats. Ils utilisent les forces du Corée du Nord. Il faut bien imaginer que les Russes, un pays tellement fort, ils demandent au Corée du Nord de leur soutenir en armement et en force, en armée. En revanche, on voit d'ailleurs les Coréens du Sud qui restent dire oui, mais on est neutral, on ne peut pas. Pourtant, leurs adversaires, ils acquièrent l'expérience, les technologies. La coopération. La aussi, coopération. La stratégie, tout ça, ouais. Est-ce que c'est bien pour eux? Non. Est-ce que c'est une guerre ou un conflit qui est local? On voit bien que non. L'Iran, les Hezbollah qui a reçu des armements des Russes, Corée du Nord, la Chine. La Chine, c'est un pays qui a pu jouer très lent. Il y a même des gens qui ont dit que la Russie a préparé la guerre en Syrie. Je ne sais pas si c'est vrai, mais elle a sûrement participé. Je ne sais pas si c'est préparé ou pas. Et on a vu ce qui s'est passé en Syrie. Ouais. Est-ce que, et là, je continue d'ailleurs. À quel point les Russes ils sont? Est-ce qu'ils ont besoin vraiment de cette cessez-les-feux, des paix pour se regrouper, ou ils veulent avoir une paix durable? Et là, je pense que c'est plutôt les premiers cas, parce que leurs ressources terminent, ils sont finis. Donc d'après toi, il faut continuer l'effort aussi militaire, parce que la Russie, elle est à bout. Mais c'est ça la paix par la force. C'est ça ce que le président Trump a annoncé. C'est de ça qu'on parle ici en Europe. Il l'a fait par la force, car
la Russie ne comprenne que la langue de la force. Et l'Ukraine, elle peut encore résister, aussi point de vue, je dis les hommes qui se battent, parce qu'on entend aussi que c'est de plus en plus difficile quand même d'avoir les gens au front pour se battre. Je pense que l'Ukraine fait tactiquement, moi je ne suis pas un expert militaire, mais les informations que je possède, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est défendre, tuer le plus d'agresseurs possible. Donc on est dans la position de défense qui nous permet encore de durer assez longtemps avec l'aide continue, l'aide militaire, même sans compter les soldats, que ce soit les soldats européens, américains, peu importe. Donc on sait tenir si l'aide arrive suffisamment et dans les délais prévus. Et dans quelles optiques? Dans une optique repousser les Russes ou d'avoir un point de négociation pour une paix éventuelle fort? On a rentré dans les stades des guerres où c'est la guerre des survies. Qui peut survivre plus longtemps? Parce que la guerre, c'est surtout l'économie. La fatigue aussi. Hein. Fatigue mentale, mais nous, les Ukrainiens, on se bat pour notre pays, pour la justice, pour nos maisons, pour nos enfants. Les Russes, ils se battent, ils n'ont pas de motivation. La motivation est très importante pendant la guerre. Donc, si vous lisez des livres des grands... des grands combattants, les morales, il est très important sur les fronts. Nous, les Ukrainiens, on a les morales, mais on n'a pas assez de soutien. On a eu cette offensive ukrainienne qui n'était pas réussite, parce que d'un côté, nous, les Ukrainiens, nous nous sommes mis nous-mêmes dans ces trous. On a annoncé trop, on a espéré trop sur que maintenant on va pousser, on va les repousser comme c'était à Kharkiv, à Sumy, à Tchernihiv. Et pourtant, on n'a pas reçu assez d'aide pour les faire. Et en plus, les Russes, ils savaient tous nos plans, ça a été communiqué. Contrairement d'ailleurs à l'opération à Kursk. L'Ukraine se trouve sur le territoire russe. La doctrine nucléaire russe dit que normalement, ils doivent maintenant utiliser toutes les ressources et moyens, il n'y a plus les guerres nucléaires, pour défendre leur intégrité territoriale. On a démontré au monde, tout d'abord, on a démontré que l'Ukraine peut durer plus que 62 heures. Ouais. Qui était... au début, on pensait vraiment qu'ils sont rasés. 3 semaines. Puis, ouais. Les premiers mois, on n'a pas eu d'aide du tout de nos alliés, ni des Européens, ni des Américains, ni des Britanniques, personne. On a résisté avec les moyens qu'on avait. On les a repoussés de Kiev, de la capitale, de la région de Kharkiv. C'est juste après que tout le monde, ils ont vu que l'Ukraine, elles peuvent battre les Russes. Que les Russes, ils sont pas tellement grands et imbattables que tout le monde pensait. C'est peut-être ça qu'il faut encore, maintenant, dans cette phase de la guerre, encore une fois, faire circuler beaucoup plus aux gens aussi, aux Européens aussi, de dire que que le peuple ukrainien, ils sont capables de résister et même de peut-être repousser les Russes pour avoir vraiment l'intégrité territoriale et une victoire. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression que de plus en plus de gens, ils perdent un peu cette impression. Ils étaient au début, ils étaient très impressionnés par la défense ukrainienne, puis il y a eu des contre-attaques et tout ça. Et là, pour l'instant, on ne voit pas vraiment comment ça peut avancer. On voit un status quo qui fait profiter à personne, un peu l'impression de ça. Et c'est pour ça aussi que la propose de Trump, mais l'histoire d'une paix rapide, donne l'espérance ou donne l'impression à beaucoup de gens que c'est ça la solution. Parce qu'on ne voit plus comment l'Ukraine peut tenir encore longtemps. Exactement. Et pour cela, il faut avoir un plan. Est-ce qu'on a un plan stratégique avec les alliés? Non. On va rester, et cette phrase me tue, franchement, on reste avec l'Ukraine as long as needed.
As long as it takes. Mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'on a un plan qu'il faut avoir la victoire ukrainienne? Il faut punir les agresseurs. Qu'est-ce que se passe si l'agresseur n'est pas puni? Et actuellement, on voit avec les accords de paix qui sont discutés, aucun punishment, aucun... Et c'est ça ce que Macron a très, très bien fait hier, parce qu'il a parlé aussi de l'économie, parce que ça intéresse les Américains, en disant qu'il y a beaucoup de capital russe qui est bloqué en Union européenne, qu'on pourrait très bien utiliser pour reconstruire d'un côté l'Ukraine, mais aussi pour rembourser l'argent aux Américains ou aux Européens. Parlons de ces deals, d'ailleurs, sur les ressources ukrainiennes. Est-ce qu'on a les choix, les Ukrainiens? Ou bien sûr, on a les choix. On a dit non à Poutine, on l'a montré un doigt. Est-ce qu'on doit les faire pour Trump? Non, je ne pense pas que c'est la bonne stratégie. Il faut bien comprendre que Trump ne représente pas tous les Américains. Mais Trump, maintenant, il a tous les pouvoirs aux États-Unis. Intégrité des pouvoirs. Il faut trouver un deal, mais un deal qui est juste, qui correspond à des attentes ukrainiennes et à des envies ou bien les messages que Trump il va vendre aux Américains. Comme quoi, il a ramené, il a arrêté la guerre, et en plus, ils vont se faire rembourser par les biais des ressources ukrainiennes. Et dans cette optique, la visite de Macron, quand même, elle était un petit point positif dans toute cette histoire, parce qu'on a pu voir qu'il a quand même transmis, je vois quand même très bien qu'il a transmis le message aussi. Il a été chez Fox News, la chaîne télévision très pro-Trump, où il a fait aussi une très, très bonne prestation en disant vraiment qu'il faut soutenir l'Ukraine et qu'il faut punir aussi les Russes. Ce qui était très impressionnant pour moi, c'est qu'ils peuvent relancer peut-être, on l'espère. Hein. Je pense que l'amour entre Trump et Poutine est plus grande que... J'aurais encore une autre question quand même, qui est quand même assez fondamentale et qui me touche personnellement quand même assez profond. Et c'est la question qu'on peut se poser, que beaucoup de gens se posent, je le vois aussi dans nos commentaires, est-ce que l'Ukraine fait part de l'Europe? Culturellement, notre pensée, notre esprit, c'est un reproche que j'entends beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous répondez concernant cette question? Géographiquement, surtout au niveau culturel. Oui. Clairement, au niveau culturel. Est-ce que vous étiez une fois en Ukraine? Moi, personnellement, pas. Je vous invite. Vous serez surpris. L'Ukraine, elle est très différente, avec beaucoup d'influence, mais on est un peuple assez cosmopolite. Des points de vue de mentalité très très différents des Russes. Et ce qui était pas réalisé, pas compris par les Européens qui considéraient un peu tous les pays de l'Est de l'Europe comme les pays de l'Est, un peu la même chose. Et pas du tout, c'est pas la même chose. Les Ukrainiens, ils sont d'un esprit très européen, très proche culturellement. Voilà, pour ce faire, je pense qu'après la guerre, j'invite beaucoup de personnes de visiter l'Ukraine, de découvrir l'Ukraine. On a beaucoup à partager. Et dans cet esprit, si on se pose la question, si l'Ukraine mentalement fait partie, ou culturellement fait partie de l'Europe, on peut poser la même question si la Pologne fait partie de l'Europe, ou les pays baltes. Historiquement, je pense qu'il y a des bonnes liaisons. J'ai pu parler d'Anne de Kiev, par exemple, qui était la reine de France. On a assez de liaisons, mais les Russes, ils ont réécrit beaucoup d'histoires. Ils ont volé l'histoire ukrainienne. Ils disent que maintenant que l'Ukraine, s'est formé après la Russie. C'était un peu à l'écart de la Russie, au bord de la Russie. Pourtant, quand Kiev a été fondé, à la place de Moscou, on avait des lacs. Donc,
il faut renforcer les dialogues et surtout des dialogues d'historie, un peu de voir quelles relations on avait entre les Européens et les Ukrainiens. Et bon, pour moi, ce sont les Européens, c'est comme on dit l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale. Géographiquement, peut-être on peut le dire, mais on est tous des Européens. Tous. On retient surtout aussi la volonté des Ukrainiens depuis beaucoup d'années maintenant de faire part de la famille européenne. Ce qui est inscrit dans la Constitution d'ailleurs, et de l'OTAN. Et voilà, sur ces mots, je pense qu'on a fait un peu le tour de l'histoire, mais aussi de l'actualité. Et on espère, nous deux, mais je pense aussi beaucoup de spectateurs, que le conflit prendra fin, et avec une paix juste, comme vous avez fait aussi la manifestation il y a quelques jours. Merci d'être venu, Nicolas. Merci. On va certainement revenir sur toi pour faire une autre émission, parce que là, malheureusement, le conflit n'est pas encore terminé. On va en reparler avec Philippe Schockweiler certainement aussi. Merci d'être venu et à la prochaine. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Ciao.